Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle mission de la Rapchan Info et nous sommes à la 30e. Je suis très content que ça se passe ainsi. Alors je suis sûr et certain, j'ai eu des messages comme quoi euh, effectivement je ne suis plus sur YouTube pour faire la Rapchan Info. Et les personnes qui entendront ce message verront ensuite justement ce replay sur YouTube. Mais en tout cas, pour rassurer ces personnes, pour le moment, c'est uniquement sur Twitch. Après, ce n'est pas impossible que ça reviendra en simultané sur YouTube, mais vous savez, avec les PC, comme ça peut se passer, capacité, etc. Enfin, voilà. Et ce soir, nous aurons 6 sujets à traiter avec mon invité, à savoir donc pour les Lanterns, il y a enfin un casting pour le personnage de Hal Jordan, Joker Folie à 2, avec un album qui va sortir bientôt en précommande par Lady Gaga. Supergirl, avec un cast concernant le vilain du film. Spider-Man 4, est-ce qu'il pourrait y avoir un nouvel accord entre Sony et Marvel. Cobra, le film, où est-ce que c'en est le projet avec Alexandre Aja. Et enfin, NCIS, et oui, série, ça faisait un moment qu'on n'en avait plus en parler, mais la série NCIS Origins, et comme quoi il y aurait Mark Harmon qui pourrait reprendre son rôle de Leroy Jethro Gibbs. Et c'est parti pour les informations. C'est bon, nous allons enfin pouvoir mettre un terme aux semaines de rumeurs. Ce n'est donc pas George Brolin, Matthew McConaughey, Evan McGregor ou Chris Pine ou encore même Timothy Olyphant qui avait été cité dernièrement, qui incarnera Hal Jordan. Mais ce sera bel et bien Kyle Chandler. L'acteur, connu pour son rôle dans la série Friday Night Light, pour lequel il a été récompensé d'un Emmy Awards, serait déjà, selon The Hollywood Reporter, ou même en discussion d'après Deadline, mais tout laisse penser que la chose est bien actée. Chose intéressante à noter, selon Boris Kitt, journaliste de The Hollywood Reporter, le contrat de Chandler ne comprendrait pas de clause pour des films. Cela confirme que la série mettra bien en avant un Hal Jordan avec de la bouteille. L'acteur ayant 59 ans face à un jeune Jon Stewart dont la recherche pour l'acteur qui l'incarnera est toujours en cours. N'hésitez pas à me dire aussi dans le chat, ainsi que mon invité auquel je vais laisser prochainement la parole, mon cher Cyborgien, concernant ce casting et le fait que justement cette série Lanterns sera en fait à la True Détective et aussi donc ça fera partie du DCU de James Gunn. Et je vais laisser tout de suite la parole à mon invité Cyborgien, c'est à toi. Ben moi déjà, il y a un truc qui m'épate, c'est le fait que alors ça devrait vraiment se porter sur le corps des Green Lantern et non pas sur faire un héros unique. Donc ce serait le corps des Green Lantern qui serait mis en valeur. C'est vachement ambitieux pour une série. Et par rapport au choix d'acteur, moi je suis aux anges. Bon bah d'accord, ils assument le fait que ce sera mentor-élève. Mentor ce sera donc Al Jordan et l'élève ce sera Jon Stewart. Et il reste parce qu'il y a un problème dans les comics, c'est que dans les comics il y a le because tu peux pas vraiment faire vieillir les personnages. Du coup, on se retrouve avec un Jordan jusqu'à Gardner qui aurait la même tranche d'âge, alors que normalement, ils sont censés être les successeurs. Tu te retrouves avec un Jordan qui est toujours du même âge que Batman, alors que oui, non, mais alors que il a quelqu'un qui vient à sa suite, donc il peut pas avoir le même âge que le mec. C'est pas possible. Là, ça assume le côté, oui, bon, c'est une lignée de Green Lantern. Donc, il y a un mentor, un élève. Il y aura donc John Stewart qui va succéder donc à Guy Gardner, du coup. Mais donc, il sera officiellement le John Stewart de la nouvelle ligue, quoi. Ça officialise ça. Très bien. Et donc, euh, est-ce que tu valides le fait que justement ce Hal Jordan est de la bouteille? Alors, beaucoup de gens vont faire la comparaison, bien évidemment, avec le Hal Jordan de Ryan Reynolds, qui a le film
de 2011. Et ben, maintenant, le fait qu'on ait cette information, comme quoi justement il n'apparaîtrait pas dans les films, à savoir que normalement, pour les films de James Gunn, enfin pour l'univers, donc le DCU de James Gunn, du moment que tu as un rôle, tu es potentiellement censé apparaître partout. C'était une merde pour eux de noyer le poisson. Hein. Genre, on fait un contrat qui unique sur la série, mais rien n'empêche vraiment de renégocier le contrat pour pouvoir faciliter les caméos plus tard. Là, pour le moment, oui, sur blanc, c'est acté qu'il fera que le lanterne. Mais rien ne dit que si jamais son rôle soit marquant, rien ne dit qu'il fera pas d'autres apparitions, genre une scène ou deux dans les films suivants. Il attend juste, je pense qu'ils attendent juste en fait la réception du mec dans le rôle, la réception du public. Très bien. Oui, alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas forcément qui est notre cher Kyle Chandler, ce serait donc lui. Voilà. Comme ça, vous avez plus, vous savez, je pense que vous savez un peu plus, voilà. Et je voulais aussi en venir avec ça, mon cher Cyborgien. Justement, est-ce que tu penses que c'est, en même temps, est-ce que c'est une logique parce que n'oublions pas que les premiers mots de James Gunn, quand il est devenu directeur de DC Studio, maintenant appelé ainsi, et il avait dit, voilà, je suis fan de la Ligue des Justiciers, donc la série animée, et en fait, tout ce qui est en train de se préparer, je prends le compte de Superman, bien évidemment, le film de Superman auquel il y aura énormément de super-héros qui auront déjà de la bouteille, ainsi que, ben voilà, projet Lanterns, actuellement, comme on voit comme c'est en train de se faire. Est-ce que tu penses que ce serait pas une espèce de Ligue des Justiciers en version live action cette fois-ci, en film, tout simplement, avec cette proposition de Jon Stewart jeune. Ok oui, ok oui. Je crois que il fait tout pour mettre à disposition le fait que parce que dans la Ligue des Justiciers, n'oublions pas que dans la Ligue des Justiciers justement en Green Lantern, ils jouent dans Stewart. Et en Flash, ils n'ont pas. Alors, juste, j'ai pas le nom. Je crois qu'ils ont Wally West. Ils n'ont C'est pas ça. le. Voilà. Et donc, je crois que en fait, c'est bien le but de James Gunn, c'est de faire une Ligue des Justiciers avec Jon Stewart dans le rôle d'une lanterne et donc Wally West. Et tu n'auras pas t'auras pas Barry Allen parce que dans la Ligue des Justiciers que j'ai eu gamin sur enfin les années 90, c'est Jon Stewart et Wally West. Tu n'as pas le Barry Allen et Al Jordan. C'est pas par eux qu'ils ont commencé. Donc c'est tout à fait l'air de rien, c'est tout à fait ce qu'on va avoir quoi. Mais dans les comics, la première Ligue des Justiciers, c'est Al Jordan et fait partie des piliers. Je suis pas hyper spécialiste, donc je peux me gourer, mais je crois que c'est Barry Allen et Al Jordan qui a dans la première version. Et ensuite, via les effets de succession, parce que Superman et Batman n'ont jamais changé. Par contre, les Flash et Green Lantern, eux, il y a eu du changement. Gardner, c'est le quatrième, je crois, par exemple. Et, Flash aussi, c'est le troisième, Wally West. Il y a eu 2-3 entre Barry Allen et Wally West, il y a eu 2-3. Ah non, il y a eu Jay Garrick en premier, je me gourre. Pour vous dire à quel point il y a pas, Barry Allen, c'est pas seulement c'est pas le premier, quoi, c'est simplement le plus emblématique, celui qui est plus iconique. Voilà. C'est Oui, ça. j'ai rectifié mon erreur. Pas de souci. Et c'est surtout, ben, d'ailleurs, ce qu'on voit aussi pour la chaîne, ben, les séries donc, de la CW, à savoir The Flash, où on comprend très bien qu'au final, bah, justement, ça avait été exploré. Le fait que Barry Allen, au départ, il pensait qu'il était le seul Flash, mais quand il a fait la rencontre de Jay Garrick, il a plus compris. Enfin, ça a été exploré, ce genre de choses, avec ensuite les autres Flash qui arrivent dans le futur. Mais voilà, ça a été exploré. Et mais en même temps, ça ne m'étonne absolument pas. Après, est-ce que alors, les gens ils vont se poser la question est-ce qu'il y aurait comme dans la série animée une histoire d'amour entre Jon Stewart et puis Hawkgirl, voilà, maintenant vu que tout est casté, enfin etc. Euh, de toute manière, pour le moment, alors certes, j'ai vu que sur les réseaux que ce n'est pas forcément la joie envers
le casting pour Hal Jordan. Sauf que justement, si on va dans le sens de James Gunn, c'est totalement logique le fait qu'ils veulent faire une espèce de la Ligue des Justiciers version live action avec la série des années. C'était en 2000 d'ailleurs que c'est sorti, puisqu'après on a eu justement la série en 92. 92, il y a eu Batman la série animée, suivi de Superman la série animée, après Batman Beyond, et ensuite la Ligue des Justiciers, Justice League Unlimited, enfin voilà. Et rappelons aussi que pour Hal Jordan, c'est la seule en fait version live action qu'il y a donc avec Ryan Reynolds, mais Hal Jordan, il est apparu dans plusieurs films d'animation. Et rappelons aussi que le DCAU, donc, qui s'est déroulé en même temps que le DCEU avec Man of Steel, qui est d'ailleurs la version animation il y a eu plus de popularité, et bien en fait le personnage central n'étant pas Jon Stewart, mais bel et bien Hal Jordan. Donc c'est là où vous pouvez découvrir un peu plus. Et en parenthèse, le personnage est doublé par Nathan Fillion. Rapprochement. Voilà. Donc, je ne suis pas étonné. Après, on verra ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est le casting que nous avons. Reste à savoir qui va incarner Jon Stewart. Mais pour le moment, voilà, ce sera vraiment... soyons à l'affût. Et tout de suite, nous allons poursuivre par cette news suivante, à savoir... Donc... Oui, Joker Folia 2, mais cette fois-ci pas pour ce que vous pensez. Et tout simplement parce que, en fait, Lady Gaga a annoncé la sortie d'un album compagnon du film. Car oui, non seulement vous aurez la BO, mais là, Lady Gaga a fait son projet aussi puisqu'elle incarne Harley Quinn. Et avec ce qui s'est passé, ce qu'on a parlé précédemment avec possible comédie musicale, maintenant on sait que ça ne sera pas, mais ça sera vraiment des parties chantées pour amener l'action à venir, ce qui est, de ma part, en tout cas de mon point de vue, très très intéressant. Eh bien, Lady Gaga justement annonce cette sortie et qui se nomme Harley Quinn. Donc voilà, petit aparté avec ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, parfait. Et donc, c'est le nom du prochain album de Lady Gaga qui accompagnera la sortie du film. La chanteuse l'a dévoilé elle-même sur ses réseaux et son site. On peut y découvrir la soundtrack de l'album qui compilera les chansons du film, qu'il s'agisse de reprises ou de chansons originales. Par exemple, la face B, donc là ce que vous voyez c'est version vinyle. La face B, vous aurez Good Morning en première chanson, Get Happy, deuxième, troisième, Oh When the Saints, World of String, If My Friends Could See Me Now, That's Entertainment, Smile, que je pense que vous avez déjà entendu aussi dans le premier film Joker. Et la phase B, vous avez deux Jokers, Folia 2, Gonna Build a Mountain, Close to You, Happy Mistake et That's Life. Vous pouvez déjà donc le précommander sur son site si vous êtes intéressé et qui propose 3 versions différentes, à savoir le CD standard, le vinyle standard et une version exclusive avec une jaquette différente. Et je voudrais avoir ton avis là-dessus, mon cher Cyprien, car c'est vrai qu'il me semble que c'est la première fois que nous avons ce genre de choses, à savoir un artiste qui joue dans un film et qui sort en parallèle quand même un album qui est en rapport avec le film dans lequel il est un personnage central, dirais-je même, important concernant le film. Tu fais bien de préciser. Acteur, chanteur qui a un rôle important dans un film, qui sort un jingle, qui sort un album en parallèle. Parce que je vais te répondre, et Madonna et James Bond alors. Mais là, voilà, mais en précisant bien que Madonna fait un caméo dans James Bond, c'est pour ça que le monde ne suffit pas, je crois, il me semble. Ou Le monde ne suffit. Non, meurt un autre jour. Mais un autre jour, pardon. Elle sortait, parce que la tradition des James Bond, c'est il y a toujours un générique à la mode qui sort dont l'album sort en parallèle du film. Et donc l'artiste en fait pour James Bond, c'était Madonna, et Madonna à cette occasion-là,
elle fait un petit caméo dans le film. La petite scène avec James Bond, hein, pour mémoire. Donc voilà, c'était. Mais effectivement, je suis en train de chercher dans ma mémoire. Il me semble qu'il y avait peut-être Prince qui sortait. Oui, Prince, c'était pas un rôle important. Prince Ok, Batman. Oui, Prince, la boîte bannière. J'avais référence à ça. Il me semble que. Il faut que là, je cherche. Ah, Kathleen Turner. Est-ce que Kathleen Turner joue dans Mad Max 3? Ça, je sais pas, j'ai pas vu. Il faudrait que je me renseigne parce que Kathleen. Tina Turner, pardon. Kathleen Turner, c'est quelqu'un d'autre. Tina Tina Turner. Turner, GoldenEye. Elle fait aussi la BO de Mad Max 3 au-delà d'une donne tonnerre. Mm. Ouais. Il faudrait que je fasse des recherches du coup parce que Tina Turner, donc Mad Max 3, elle fait la BO, mais alors, par contre, j'ai des doutes pour savoir est-ce qu'elle joue. Ah oui, non, mais du coup, elle a pas un grand. Ah, quoique, attends. Faut que je fasse des recherches du coup. Est-ce que c'est un grand rôle ou est-ce que c'est juste un caméo? Il me semble qu'elle est sur l'affiche. Grey Distribution, elle fait bien la deuxième. T'as Mel Gibson et Tina Turner. Et elle joue un grand rôle dans le film. Et elle fait la BO du film. Mais effectivement, vu le film en question, vu le peu de présence, parce que normalement c'est Mel Gibson qui bouffe tout l'écran, évidemment, on l'a peut-être oublié. Très bien. Et donc, concernant cela, est-ce que toi ça t'impressionne ou c'est pas vraiment. Voilà, est-ce que c'est normal, bien évidemment. À savoir que le film. Alors là, pour l'instant, pour le moment, c'est pas encore précisé. Mais donc la sortie, est-ce que ce sera avant le film, juste après ou pendant la sortie, voilà. Ah, excuse-moi, mais moi je me contrefous, mais royalement. Alors attends, il y a Pour un moi, truc que je dois préciser aussi. Concernant la BO, parce que ça avait été critiqué par énormément de monde. Il y a des personnes que je connais aussi qui avaient ragé un peu. En fait, quand tu vois la bande originale sortir avant le film, la plupart du temps, voilà, l'exemple parfait c'est Star Wars. Je me souviens très bien, ça avait fait les gros titres. C'est concernant justement la menace fantôme quand c'est sorti. En fait, il y avait certains titres qui spoilaient. Et les gens, en fait, quand ils disent je ne veux absolument pas spoiler, c'est pour ça que des fois, quand je vois certains youtubeurs qui font des trucs spécial spoiler, etc., je me dis c'est un peu débile de le faire, puisque voilà, les gens, quand ils vont euh, découvrir le film, ils n'ont pas envie d'être spoilés au départ, hein, ils vont en totale découverte. Et c'est vrai que des fois, moi par exemple, quand j'écoutais les titres, je ne pensais pas en fait à être spoilé. J'écoutais uniquement la musique en fait et je regardais pas forcément les titres de soundtrack. Et en y réfléchissant, c'est vrai que quand tu vois certains trucs, ça te spoil carrément. Alors c'est vrai que ça énerve énormément de fans. Est-ce que toi tu trouves que c'est logique justement de sortir ça avant? Et ne faudrait-il pas une fois que le film soit sorti, je sais pas, attendons une semaine ou une fois que le film soit sorti du cinéma? ouais, c'est un peu ça le problème, Là, ça fait c'est débat. que ouais, mais je peux comprendre en fait pour la menace fantôme, effectivement, j'ai peut-être non, t'en parles, oui, j'ai un petit peu de souvenir ça avait pas mal de gueulé parce que les titres les titres de la BO, évidemment, tu pouvais recomposer intégralement le déroulement du film avec les titres. Et du coup, ça spoilait pas mal l'évolution du scénario. Et le problème qu'il y a, c'est que, enfin, du coup, je vois ce que tu veux dire. Le souci qu'il y a, c'est que pour les studios, la BO, ça fait partie du marketing du film, à sortir avant. C'est Quel est ça. l'intérêt de sortir après? Moi, Vu j'aurais que dit pendant, les- pendant la sortie. Pas directement une semaine avant, parce que moi, par exemple, les BO, je les avais peut-être une semaine ou je sais pas quoi, je les trouvais déjà dans les magasins, tu vois. Tu veux pas le sortir pendant, vu que chaque pays sa propre. Attends, qu'on soit bien d'accord. Les circuits de sortie des disques, c'est pas les mêmes que les sorties des films, hein. Ils ne peuvent pas coordonner toutes les maisons de sortie. Ah non, mais ça, je sais, ça se fera jamais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, ne faudrait-il pas sortir pendant la. Enfin, voilà. Tu as le film qui Et- sort, la BO, elle sort aussi en même temps. Le même jour. Bah oui, mais les studios ne peuvent rien faire. C'est pas le même circuit. Ben oui, mais. Non, mais parce que justement, pour éviter ce genre de quiproquo. Oui, mais ils peuvent pas le faire.
les maisons de disques s'alignent sur leur propre production et pas sur celle des sorties des films. Ils ont Ouais. un propre marché, c'est pas le même marché, je veux dire, c'est pas le même circuit. C'est ça que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, Lady Gaga, ayant un rôle important, maîtrise la Oui. sortie de son propre disque. Mais le problème en question, c'est que la plupart du temps, c'est pas dépendant de la volonté du studio, quoi. C'est Ouais. ça le truc, c'est que le studio de le disque a sa propre à son propre circuit et c'est pas le même jour sur les disques que sur les films par exemple, donc du coup ils sont obligés de sortir ça à un moment plus ou moins opportun, la même semaine peut-être, mais du coup ils ont pas ils peuvent pas s'aligner vraiment au jour près. Mhm. C'est ça un petit peu le problème, mais mais c'est fait partie des problèmes du marketing, hein. Ouais. Mais soit par exemple selon toi, c'est quelque chose qui en fait qui restera quoi. C'est pas quelque chose auquel ils vont améliorer. Voilà parce que c'est vrai que moi j'entends et puis j'entends même encore maintenant des fois des gens qui râlent justement à cause de ça. Et c'est à un moment donné, des fois tu as envie de dire oui mais n'écoute pas la BO. Et par exemple des personnes comme moi, on a envie de juste avant de d'aller de découvrir le film, on se dit ben tiens voilà une musique qui peut nous amener à découvrir un film. Et à ce moment-là, on dit quoi? Est-ce qu'on dit ne regardez pas les titres et puis écoutez juste la musique? C'est vrai que le fait que ça fasse autant débat, est-ce qu'on peut trouver un juste milieu? Ça, c'est une question très pertinente, en tout cas, mais c'est vrai que ça pose pas mal de soucis. Enfin, tant que fan. Et après, il faudrait, je pense, poser la question comment dire, au studio musical, voilà. Enfin, mais c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui aujourd'hui encore fait énormément débat et ça, je pense que ça sera pas prêt de s'arrêter pendant de longues années. Enfin, je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, mais enfin, moi je me souviens que enfin, quand Internet n'existait pas, nous on était les BO de films, c'était souvent les trucs, on écoutait ça en attendant la sortie des films. Voilà. Parce que quand un film sortait en mai-juin, en France, ça sortait en octobre-novembre. Et donc du coup, pour pas sortir la sortie des films, on prenait la BO, on l'écoute en boucle durant l'été, quoi. Mhm. Mais oui, évidemment, mais vu qu'ils ont aligné tous les sorties des films, la plupart du temps, oui, c'est comme tu le dis, la plupart du temps, maintenant, c'est sortie mondiale, c'est-à-dire ça sort la même semaine un peu partout, ou alors c'est vraiment une semaine d'écart. C'est que Joker 2 sort la semaine prochaine ou cette semaine aux Le 2. États-Unis. Le 2. Partout, ce sera le 2. Partout, ce sera la semaine du 2. Ah, attends, oui, on est le 25 aujourd'hui. Mercredi Euh, prochain. On sort. Mercredi prochain. Donc chez nous, c'est le mercredi et eux, c'est le vendredi. Donc ce sera la même semaine partout dans le monde. C'est ça? Ouais. Ok. Oui, parce que ça peut arriver qu'il peut avoir 2-3 semaines d'écart, hein. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe maintenant, c'est que les gros films ou les blockbusters, c'est à cause du piratage, en fait, ils sont obligés de Mm. sortir à peu près au même moment. C'est ça. Et donc, ils peuvent pas. Mais pour Oui, moi, parce que pour maintenant, moi, maintenant, il faut compter aussi que maintenant, ben, il y a Internet hein, avec les plateformes, etc. Donc les gens, c'est vite piraté aussi souvent quoi. Et, admettons, l'exemple parfait, c'est les 4 fantastiques du MCU où tu as déjà un thème et il est streamé, mais streamé, mais streamé comme des malades parce que voilà, il y a déjà un son. ce qui indique bien avec le 4 Fantastique qu'il y a une attente sur le film. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a le problème du streaming. Avant, tu devais acheter le CD pour être voilà pour écouter la musique. Tu n'avais pas forcément internet pour ça. Et donc ouais, ouais. Moi, je préfère dire que maintenant on a le streaming où on peut mesurer plus facilement la popularité. Maintenant, tout le monde à son échelle, en fait, t'as pas besoin d'être, comment dire, d'avoir un poste de spécialiste dans une maison de disque ou une boîte de prod pour pouvoir avoir accès à des données. Maintenant, tout le monde les a en fait. Maintenant, Ouais. tout le monde voit que ça marche bien parce que le nombre de vues ou le nombre de j'aime. Maintenant, tout le monde voit que ça marche bien. Donc maintenant, ce qui était de niche avant, maintenant c'est plus facile, c'est plus facilement accessible.
Mais maintenant, tout le monde peut s'en rendre compte. T'as pas besoin d'un papier sur un site internet, t'as pas besoin du compte rendu d'un spécialiste dans un journal, genre, je sais pas, le film français ou Allociné, pour savoir si oui ou non, est-ce que ça marche bien, est-ce qu'il y a par rapport au nombre de vues, tout. Non, il n'y a plus besoin de ça. Tout le monde peut faire sa propre opinion. Pour moi, je préfère dire que ceux qui étaient de niche avant, plus facilement peuvent atteindre leur public grâce au streaming. Je préfère dire ça comme ça. Mais évidemment, les fuites sont plus faciles avec le streaming, c'est ça que tu veux dire, quoi. Très bien. Eh bien, merci pour ces mots, mon cher Cyborgien. Et maintenant, nous allons poursuivre avec cette fois-ci concernant toujours DC Comics, bien évidemment. Et on va faire ceci. Et donc, c'est vraiment la saison des castings pour le DCU. Après Hal Jordan, c'est l'heure pour Supergirl, Woman of Tomorrow, de trouver son vilain en la personne de Matthias Schoenaerts, que vous voyez ici à l'écran. Acteur belge que vous avez pu voir dans De Rouille et d'Os, pour lequel il a reçu un César. Red Sparrow ou encore Amsterdam incarnera donc l'antagoniste du film face à Supergirl de Millie Alcock. Logiquement, il sera donc Cream of the Yellow Hills, l'antagoniste du comics que le film adapte. Mais Deadline, qui a eu l'exclusivité, ne le dit pas clairement. De plus, The Hollywood Reporter nous apprend que le film vise un début de tournage pour janvier 2025 au Royaume-Uni. Question à vous, le chat. Mon cher invité, attendez-vous donc à d'autres ajouts au casting d'ici les prochains jours, semaines? Et c'est vrai que justement c'est bien que j'en parle ça à mon cher invité Cyborgien, car nous avions eu quelques petits noms auxquels on se dirait pourquoi pas d'ajout de casting. Et donc je te laisse la parole ainsi. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est bon. Les choses commencent l'univers de James Gunn au cinéma commence à se dessiner. L'inconnu étant, évidemment, la réception de Superman Legacy, qu'on connaîtra seulement en juillet. Non, tout est possible, en fait. Maintenant, c'est à voir à partir de quel moment le marketing du film va vraiment commencer pour ouvrir à nous spectateurs, les appétits à voir le film, la curiosité, parce que pour le moment, en fait, tous les visuels ont un petit peu échaudé tout ça. Parce que quand tu dis, en fait, pour Green Lantern, je vois que ça touche pas mal. Donc, mais c'est bon que y ait des annonces régulières pour montrer que c'est pas perdu en les limbes. Parce que je me souviens encore de DC au moment de pas mal de planning, on voyait le temps qui s'écoulait et puis tu n'avais aucune annonce. Et puis finalement, c'est à nous de deviner, ok, d'accord, donc tel projet a été annulé. Et là, non, il y a eu des annonces de fait par James Gunn, et puis là, on voit régulièrement les annonces d'acteurs, scénaristes, et puis réalisateurs. Donc, pour le moment, je trouve ça pas mal. Donc, c'est ton agent l'an prochain. Il se peut très bien qu'en post-prod, comme chez Marvel, il y ait 4 mois. Dans 4 mois? C'est ça. Alors, nous sommes le 25 septembre 2024 en ce jour. Oui. Et donc, ça sera en janvier 2025. Donc 4 mois. D'accord. Ouais, donc il se peut très bien qu'en post-prod Superman Legacy, il y ait 2-3 liens, enfin il y a 2-3 apparitions de futurs castings de Supergirl, histoire de faire le lien. Tout est possible, enfin tout est franchement possible. On est en plein tournage de Superman Legacy, donc tout est franchement possible. Il suffit. Pour le moment, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Scène post-générique, tu penses? Oui, alors ça m'étonnerait pas, vu que c'est censé vraiment lancer le truc. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une scène post-générique teasant Supergirl. Genre t'as quelques sous-entendus durant le film, et qu'il y a réellement une apparition de Supergirl en scène post-crédit. Mais vraiment, que t'as rien en fait, juste des allusions comme ça sur je suis le dernier fils de Krypton, mais il y a une autre planète, enfin voilà, pas de nom, rien, et que en post-crédit, ça confirme le fait de l'existence d'un autre être kryptonien. Mais vraiment,
aussi basiquement que ça. Il faudrait pas surpeupler le film. Très bien, oui, exactement, parce qu'en fait, même Alcock, elle est prévue, enfin, elle fait partie du casting de Superman, de David Corenswet, qui sortira en 2025, juillet 2025. Et donc, elle fait partie du casting. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se posent la question maintenant comment elle va être introduite Supergirl, puisqu'effectivement, il y a déjà énormément de héros qui seront introduits dans le premier film du DCU, film live action, j'entends bien là-dessus. Et donc le deuxième sera bel et bien Supergirl de Woman of Tomorrow. Et c'est pour ça que justement je pose cette question, que ce soit à vous dans le chat et même mon cher invité. Voilà. Est-ce que Supergirl finalement on la réserve pour cette scène post-générique qui amènera au deuxième film du DCU live action, à savoir Supergirl Woman of Tomorrow, avec, comme on avait débattu la fois précédente, concernant Jimmy Olsen, qui est le petit ami de Kara Danvers. Et oui, là, il faudra encore voir si, bon, ça change pas grand-chose, mais c'est vrai qu'on parle souvent de Kara Zor-El, Kara Danvers, le nom humain. Voilà, donc comment ça sera exploré tout ça. Et également, il y a eu des discussions comme quoi Jason Momoa, qui ferait partie également du DCU, apparaîtrait dans le film Supergirl. Alors, je vois énormément de spéculations. J'avoue que moi, direct, quand je l'ai vu dans le DCU en tant qu'Aquaman, pour moi, il faisait absolument. Enfin, c'était pas un Aquaman pour moi. J'aurais préféré celui qui joue son frère. Je n'ai plus le nom en tête. Mais voilà, qui faisait vraiment un bel Aquaman. D'ailleurs, il me semble qu'il lui, il avait été casté pour incarner Aquaman avant Jason Momoa. Et voilà, Jason Momoa, dès que je le vois, en fait, il me fait tellement penser à Lobo. Donc c'est pour ça que je me disais Lobo, si on l'avait cassé en Lobo directement, ça aurait été pour moi plus logique et ça aurait été vraiment très intéressant de le voir ainsi. Alors est-ce que ça sera ainsi pour Supergirl Woman of Tomorrow? Ça, c'est quelque chose auquel, franchement, ça serait vraiment génial. Et merci justement Mulder de dire oui, voilà, c'est Patrick Wilson. Et bonsoir à toi, mon cher Nicolas. Et je vais laisser mon invité s'exprimer là-dessus en espérant que j'ai pas trop dit d'informations parce que c'est vrai que voilà. Oui, oui, excuse-moi, c'est l'acteur, c'est Patrick Wilson, qui est aussi connu pour le. Je sais pas si tu connais les films d'horreur et les dossiers Warren Conjuring. Parce qu'il Un joue, peu, c'est mais lui je le qui joue le connais en mari. tant que Watchmen. Oui, bah, moi je le connais surtout en tant que parce que c'est lui c'est le t'as Vera Farmiga, donc la femme, et lui c'est donc le mari, et c'est lui qui il joue aussi dans Insidious. Mhm. Donc voilà, le mec il a un sacré CV dans un film d'horreur. C'est lui donc, mais moi j'avais la même impression, hein. Quand j'ai vu le quand j'ai vu Patrick Wilson débarquer, je me suis dit non mais attends, le mec a plus de physique qu'Aquaman. C'est ça. Sinon, pour moi, Aquaman, c'est aussi Arthur Curry, alias Alan Richardson dans. C'est plutôt Alan Richardson dans Smallville. Voilà. À préciser que justement dans les comics, parce qu'il existe malheureusement pas en version française, mais j'ai vu qu'il y avait une édition allemande de Aquaman Anthology. Et quand on voit cette photo, d'ailleurs je vous invite aussi à, vous pouvez regarder, c'est disponible sur internet. Si vous regardez bien, on voit très clairement que c'est marrant parce qu'on dirait que c'est Alan Richardson qu'ils ont en fait en modèle 3D et en animation. Ça ressemble tellement à ça, c'est pour ça que moi je me dis il a carrément collé sur le rôle. Et maintenant encore, quand on le voit, il a plus le physique, comme tu l'as dit avant Cyborgien, en Aquaman. Bah, d'ailleurs, je vous conseille pas mal la série Reacher sur Amazon. C'est lui qui joue, c'est lui qui fait Jack Reacher. Il est super impressionnant. Ouais. C'est une sorte de Schwarzenegger jeune. Pour Voilà. essayer de. Et donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, voilà, le fait qu'il y a énormément de spéculation aussi de qui va incarner quoi. Euh, et Jason Momoa, normalement, qui est censé être attaché aussi au DCU, puisqu'il a eu son envie, est-ce qu'il sera vraiment. Ça, c'est quelque chose auquel, pour l'instant, il me semble qu'on n'a pas de confirmation. Corrige-moi si jamais. Mais si c'est le cas, penses-tu vraiment qu'on va le voir cette fois-ci en Lobo? Parce que ça, à un moment donné, c'était une rumeur qui a duré je sais pas combien de temps.
Et si c'est le cas, voilà, comment vois-tu la suite? Ouais, en Lobo, je sais pas, enfin, je sais pas si en fait il fait du mytho, en fait, Jason Momoa, ça le problème. Je sais pas si le mec qui en fait 3 tonnes, parce qu'en fait, Jason Momoa, c'est lui le mec qui a spoilé quand même son caméo dans BVS, hein, faut se rappeler. C'est que le projet est à peine annoncé, que lui il annonce de chef en fait, bah, c'est je serai Aquaman dans BVS, vous me verrez. Alors que pendant 3 ans, et pendant 3 ans, le mec il en fait des tas pendant 3 ans. Pour au final nous rendre compte que tu fais juste une scène, mec. Hein. En plus, c'est mal filmé parce que c'est ça filmé en caméra sous-marine. C'est juste ça. Et le mec est pendant toute l'année entre l'annonce et la sortie du film, le mec il en faisait des tonnes. Donc je sais pas trop si c'est le mec il en fait 3 caisses pour un rôle qui, alors que le casting n'est pas fait. Mais disons que je verrais bien le mec en faire 3 tonnes, histoire de foutre la pression à Warner pour avoir le rôle. C'est ça que je me dis. Je me dis que là, pour le moment, rien n'est fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Très bien. Merci à toi pour ces mots-ci concernant justement Supergirl. Alors, n'hésitez pas aussi à être à l'écoute concernant ces castings. Si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à me dire vous ce que vous en pensez. Aussi bien en replay. N'hésitez pas justement, vu que ces lives sont en replay, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, Raphaël Chalros, eh bien, il y aura effectivement donc la place pour des commentaires. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous vous trouvez sur YouTube, à aussi donner votre impression sur les sujets de ce soir. Et donc nous allons continuer. Cette fois-ci, nous partons de d'ici. Et alors que Spider-Man 4 est officiellement en développement et en cours d'écriture, le Hollywood Reporter a récemment révélé que Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux en 2021, succédera à John Watts à la réalisation du prochain volet des aventures de l'homme araignée. D'après Daniel Richman, Marvel Studios et Sony Pictures seraient actuellement en négociation pour établir un nouvel accord, permettant au Spider-Man incarné par Tom Holland d'apparaître dans plusieurs projets futurs du MCU. Kevin Feige, président de Marvel Studios, devrait continuer de superviser la prochaine trilogie consacrée aux super-héros, tandis que Sony conserverait son contrôle créatif sur l'utilisation du personnage au sein du MCU. C'est une excellente nouvelle pour les fans, car cela ouvre la porte à des apparitions régulières de Tom Holland dans divers films, y compris des caméos, tout en permettant de continuer à développer l'évolution de son personnage. Tom Holland devrait jouer un rôle central dans Avengers Doomsday, dans lequel il aurait une implication bien plus importante que dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Le nouveau contrat signé par Tom Holland prévoirait qu'il tourne à la fois Spider-Man 4 mais aussi Avengers Doomsday au cours de l'année 2025 avec un emploi du temps ajusté pour lui permettre de filmer ces scènes simultanément. Et à vous tous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mon cher cyborgien. Qu'en penses-tu de cela? Est-ce que toi, tu as une appréhension concernant ce Spider-Man 4? Es-tu confiant? Dis-moi tout ce que tu ressens concernant ce projet. Moi, je me dis que c'est positif parce que là, on va voir. Enfin, là, il y a vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre dans le MCU, l'air de rien, parce que entre le nombre de nouveaux personnages qui a pop-up durant les phases 4 et 5, c'est ce qu'on oublie souvent parce que beaucoup de projets ont issus. Mais de l'autre côté, il y a un MCU qui a été renouvelé totalement. Enfin, là, on voit, il y a le Shield n'existe plus, il y a d'autres trucs, il y a le Sword qui est apparu. Là, je peux spoil, ou alors je spoil de WandaVision. Enfin, il y a d'autres agences, organisations qui sont apparues, d'autres personnages sont apparus, et ce qu'on demande, c'est, mais où est-ce que les nouveaux vont prendre leur place dans la nouvelle configuration? Et là, ça sous-entend que Spider-Man va avoir un grand rôle, ce qui est le cas dans l'univers Marvel. Spider-Man, c'est quand même un héros je crois qu'il y a 4-5 séries à lui tout seul. T'as Amazing, t'as Sensational, t'as Spectacular.
Il n'y a pas beaucoup de personnages dans l'univers Marvel, en comics, qui peuvent se targuer de ce genre de truc. 4-5 séries en parallèle, parce que sinon, tu as les X-Men aussi, qui ont leur propre univers. Donc là, ce que je me dis, c'est qu'ils vont essayer de réajuster le tir. Maintenant, vu qu'ils ont pas mal de personnages dans leur catalogue à pouvoir utiliser, donc là, ce que je me dis, c'est qu'ils vont réajuster le tir sur Spider-Man, le faire partie prenante du truc, et que c'est bien parti avec le fait on va réserver une place dans Doomsday pour ensuite lancer quelque chose en fait avec sa trilogie. C'est ça que je me dis. Ils ont parce que c'est supervisé par Kevin Feige là, et donc le mec qui est le chef d'orchestre de tout le MCU. C'est ce que je me dis en fait, c'est que ils ont l'accord qui a été fait avec Sony. Je me dis que c'était fait pour mieux organiser le truc et pas juste être dépendant de l'autre boîte. Là, il y a vraiment une supervision. Là, entre grosso modo, ils ont MCU a laissé plus de clés, plus de champs libres à Feige. C'est ce que je me dis. Très bien. Et donc, t'es confiant? Ouais, dans le sens où ils ont laissé la part belle à Feige, et je me dis, ok, donc il a plus de champs libres, donc il devrait faire un Spider-Man comme lui l'entend. Et on a vu avec les 3 saisons les 3 phases, pardon. Le MCU est une grosse série télé pour moi. Hein. Et avec les 3 phases du MCU, ouais, Kevin Feige est un nerd geek, tout ce que tu veux, fan de comics en général, donc le mec qui connaît sur le bout des doigts le comics, donc je suis confiant par rapport à ça. Maintenant, là, disons que j'essaye toujours d'avoir un avis réservé, quoi. J'essaye de ne pas trop me spoiler, de façon à ne pas avoir suffisamment d'expérience folle. Je me souviens de la descente qu'il y a eu pour 232, donc là, ce que j'essaye d'avoir, c'est que j'essaye de garder la tête froide par rapport aux rumeurs, de façon à apprécier le film à sa juste valeur, de ne pas me laisser pourrir la tête de fan de théorie en tout genre. Très bien. Très bien. C'est pour ça aussi que je voulais donc aussi avoir ton avis concernant. Donc c'est vrai que voilà, il y a eu des films auxquels des fois c'est par rapport aux attentes. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est beaucoup trop, voilà, aussi avec la technologie qui avance, etc. On est devenu très exigeant et je pense qu'à un moment donné, il faut voilà, quand on va au cinéma, il faut arrêter d'être à chaque fois focus sur certains trucs parce que le problème, c'est qu'on appréciera pas du tout le film dans lequel on avait envie de découvrir. Et la chose la plus importante à faire, c'est que dès qu'on va au cinéma, on est là pour, enfin pas forcément se reposer, mais pour passer un bon moment. Donc voilà pourquoi en fait je voulais aussi avoir ton avis dessus. Le fait que, comme j'ai précisé, que Spider-Man, on va le voir un peu plus, alors certes dans ses films à lui, mais pour le moment, donc, ce qui n'est pas encore fait, bien évidemment, parce qu'on parle de Spider-Man 4, on parle d'une trilogie, mais pour le moment, est-ce que ça se fera? C'est une très bonne question. Quoi qu'il en soit, le Spider-Man 4 est en route. Mais après, le fait que tout d'un coup, on annonce que euh, Tom Holland pourrait justement être dans plusieurs films. Voilà, faire des petits caméos par-ci par-là. Ça te rappelle pas un certain Hulk? Si, mais il me semble qu'il y a aussi des rumeurs qui précisent bien que dans les prochains films, on verrait les autres personnages du MCU, Hulk par exemple, mais comme dans des positions moins importantes. Genre, je crois qu'il y a il me semble que le Captain America de Sam Wilson, je crois qu'il est bien parti aussi pour faire des caméos dans les autres films. Ils sont intronisés le fait que c'est lui le Captain America. Enfin, grosso modo, les rumeurs que j'ai entendues, c'était que les Avengers, dans les prochains films, seraient auraient des apparitions en tant que personnages secondaires dans les films des autres. Ce serait vraiment les autres. Genre, je pense à la saga des mutants, par exemple, que la saga des mutants, il y aurait moins de films Avengers, qui seraient principaux, mais il y aurait moins de films Avengers pour laisser la pleine place à la saga des mutants. La saga des mutants, selon les rumeurs, évidemment, devrait suivre le multivers saga.
Et donc, du coup, on aurait, on aurait moins de films solo Avengers pour plus de films mutants, mais dans les films mutants, on aurait les autres on aurait les Avengers en personne secondaire. Pour rappeler qu'ils sont encore bien ancrés dans les MCU. Donc ça rejoint tout à fait totalement ce qui se passe avec Spider-Man, mais aussi, comme tu dis, avec c'est la méthode, c'est la structure, le fil rouge qu'il y a comme tu dis, de Hulk, hein, avec Mike Ruffalo, quoi. C'est ça, absolument. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'ai peur maintenant le fait qu'il y ait ce genre d'énonciation. Et je pense que je ne serai pas le seul. Car quand on annonce une future trilogie, on se dit cool, on va avoir plus de films avec Spider-Man. Mais là, le fait qu'on dit oui, alors il va faire des caméos à la genre Hulk, voilà, dans plusieurs films du MCU, et on va explorer, il va grandir avec ses apparitions, etc. On va plus explorer là-dessus. Alors c'est pour ça que la question aussi, donc que tu vas répondre, mais également aussi dans le chat, n'hésitez pas, c'est est-ce que le fait qu'on a envie d'explorer un peu plus Spider-Man aussi dans ses caméos, qu'en adviendra-t-il des films euh, Parce que la question qu'on s'est posée pour Hulk, c'est ok, on explore Hulk à travers ses apparitions, ses caméos dans les autres films, on le fait évoluer, mais à ce moment-là, si on fait évoluer Spider-Man dans les caméos, qu'en adviendra-t-il des films? Parce que dans les films, on attend aussi qu'il évolue. Et c'est vrai que est-ce qu'on risque pas de laisser un peu ce genre de côté-là qu'on lui fasse une histoire banale. Moi, j'ai peur de ça en fait, et qu'on puisse pas faire un vrai film Spider-Man. Alors, je dis pas que les autres n'étaient pas des vrais films. C'était un peu moins comparé si on parle de popularité. Voilà, c'est vrai qu'on dès qu'on cite Spider-Man, je cite énormément de personnes qui diraient. Je pourrais dire énormément de personnes qui me diraient, par exemple, Sam Raimi, Andrew Garfield, enfin voilà, ces versions-là, et un peu moins Tom Holland. Et c'est vrai qu'on se dit, vu que ce personnage est censé évoluer, si on le fait à travers des caméos et pas forcément à travers des films, est-ce que c'est finalement une bonne idée? C'est ça, en fait, la peur que moi j'ai, et je suis sûr, et je pense certainement que je ne serai pas le seul à le faire à avoir cette appréhension. C'est Borgia, qu'en penses-tu? Moi, je me dis que là, on devrait voir ce que beaucoup de gens, comment dire, dénoncent dans le MCU, c'est le fait de le manque de conséquences. Parce que là, là, on devrait vraiment avoir, parce qu'il me semble qu'il y a aussi, bah, tous les événements d'un film n'aient pas de conséquences sur les autres films. Bah, justement, le fait qu'ils apparaissent dans les autres films, ça devrait montrer en fait les conséquences de leur film. Ça devrait, quand il y a en Spider-Man No Way Home, le fait que Peter Parker ait fait un vœu, là beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi est-ce que le vœu a vraiment été efficace, enfin, est vraiment acté efficace dans les autres films? Bah là, le fait qu'on voit Peter Parker dans les autres films, ça devrait acter ce fait-là, acter le fait que bah oui, ça a des conséquences. Donc ça devrait rassurer ou montrer le fait que oui, ce qui se passe dans les films a des conséquences dans le film des autres. Que du coup, si tu regardes pas le film, si tu regardes pas le Spider-Man No Way Home, si tu vois le caméo de Peter Parker dans un autre film, bah, tu peux te demander pourquoi est-ce que tout le monde réagit comme ça. Or, en regardant Spider-Man No Way Home, les conséquences en fait, pour une fois, les autres films traiteront des conséquences des films solo. C'est ce que je me dis. C'est grosso modo le fait que ça officialise les apparitions de Peter Parker, Spider-Man dans les autres films, ça officialise le fait que ouais, tous les autres films maintenant vont traiter les conséquences des autres films. Ouais. Ok, très bien. Merci à toi pour ces mots-là, mon cher Cyborgia. Je te souhaite une belle soirée, mon cher Nicolas, car j'ai vu que tu dois y aller. Prends soin de toi et passe une belle soirée. Merci à toi, mon cher Cyborgia, pour ces mots concernant Spider-Man. Et nous allons continuer avec
une série que je pense que la plupart des gens connaissent. Alors, malheureusement, j'en fais pas partie, mais je me dis pourquoi pas. Et cette fois-ci, c'est concernant un film. En 2010, le réalisateur français Alexandre Arat a ambitionné de mettre en scène une adaptation live de Cobra, personnage culte de manga créé par Bushi Terasawa en 1978, 98 pour les Français, et ayant eu droit à une série animée. Malheureusement, un space opéra d'une telle envergure nécessitait un budget conséquent, difficile à réunir. De plus, Cobra était inconnu de l'autre côté de l'Atlantique, rendant son financement par les Américains compliqué. En 2017, le cinéaste nous confiait déjà qu'il tentait toujours de trouver un moyen de faire ce film. 7 ans plus tard, et alors que son Motherland, qui sort dans nos salles le 25 septembre prochain, donc à savoir aujourd'hui même, Alexandre Arat est revenu au micro d'halluciner sur son projet fou. Je cite: avec les années, Cobra s'est un peu éloigné en raison de l'émergence de films comme Les Gardiens de la Galaxie ou les derniers Star Wars qui ont rendu Cobra très difficile à porter sur grand écran. Mais c'est toujours un rêve. Évidemment, ça fait partie de ces projets qu'on espère toujours. C'est ça qui est bien avec le cinéma, c'est que ce n'est jamais fini. Il y a toujours une possibilité. Il y a toujours un moment où ce sera peut-être le bon moment pour que Cobra existe. L'adaptation de Cobra en live action n'est donc plus d'actualité à ce jour, mais Alexandre Arat garde néanmoins ce projet dans un coin de sa tête en attendant le bon moment qui, on l'espère, arrivera très vite. En attendant, le cinéaste a un autre projet fou, toujours dans le genre horrifique. Le réalisateur de Haute Tension et de La Colline à des yeux travaille actuellement sur une adaptation fantastique du célèbre recueil de poèmes Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Est-ce que vous, fan, je suppose, de Cobra, attendiez-vous ce film en live action? Comment voyez-vous les choses, même l'avenir de ce personnage potentiellement sur nos écrans? Ah, on l'a perdu. Ah, Allô? te voilà. Ouais. C'est bon? Pour Cobra, je t'avoue que j'ai fait une croix dessus en fait, parce que dans le sens où alors je sais pas, tu l'as dit ça que Aja avait déclaré que son Cobra, son idée de Cobra en fait, on l'a eu avec les Gardiens de la Galaxie. C'est exactement ce que j'ai dit, oui. D'accord. Moi j'ai fait une croix dessus en fait. Hein. Je me suis dit, ok, d'accord, il est passé à autre Tu chose. attendais ce projet? Oui, bah curieux quoi, parce que Alexandre Aja, moi je le connais depuis Haute Tension et il a connu les yeux. Et après, quand il y a eu Piranha 3D, et donc quand il y a eu le projet Cobra dans les tuyaux, moi j'attendais beaucoup, parce que de voir un mec comme Aja qui s'investit dans un blockbuster américain, parce que c'est obligé que ce soit un blockbuster américain, je me disais, bon, bah, qu'est-ce qu'il va apporter, quoi. Surtout que le mec a réussi bien à faire son petit bout de chemin à Hollywood. Mais au moment où t'as Gardiens de la Galaxie qui débarque, et que Aja s'explique, bon, bah merde, c'est ce que je voulais faire avec Cobra, et que donc il y a l'eau qui passe sous les ponts, je me disais, bon, bah, je fais une croix dessus, quoi. Bon, bah, on n'aura jamais son Cobra, mais dans l'esprit, on l'a déjà eu. Ok. Très bien. Après, je connais très peu Cobra. Hein. J'avoue que le manga, je crois que j'ai vu un épisode ou deux quand j'avais 8 ans, quand ça passait sur FR3 et pas France 3. Ça ne dis pas, parce que j'ai vu qu'il y avait. Parce que quand on me dit Antenne 2, par exemple, ah oui, c'est vrai que c'était ça à l'époque. Mais je sais qu'il y a eu un truc autour de Cobra, mais je sais que ça appartient vraiment à une génération. Et j'en fais pas partie. J'étais trop jeune quand ça vraiment ça a explosé. Un petit peu comme Cat Eyes. Ok. Ouais, qui va être adapté. Oui.
Voilà. Très bien. Parfait, donc alors merci, c'était rapide de la part de mon cher invité. Et maintenant nous allons finir aussi par, je pense que vous connaissez cet homme, n'est-ce pas? Il n'est plus inconnu parce que de temps en temps je vois certaines personnes qui critiquent un peu les séries parce que certains personnages, soi-disant, certains acteurs, soi-disant, ne sont pas très connus avec les séries, donc dans les films, personne ne les connaît. Alors sachez justement, chères personnes qui le disent, que bien au contraire, les gens en principe, quand ils vont pas au cinéma, ils regardent des séries, et donc c'est pour ça qu'ils sont très connus. Et cet homme-là que je vous présente, euh, est-ce qu'il est nécessaire de le présenter? C'est notre cher Mark Harmon que vous avez pu voir depuis plus de 20 ans. Non, NCIS. Après, il a fait un film auquel il va y participer. Donc, il y aura un deuxième qui arrivera prochainement avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Donc, il reviendra. Et donc, pourquoi cet homme sur ici? Tout simplement parce que 3 ans après son départ dans NCIS Enquête spéciale, Mark Harmon, qui a incarné pendant 19 saisons l'iconique Leroy Jethro Gibbs, s'apprête à faire son retour dans la franchise. Malheureusement, ce n'est pas dans la série mère qu'il fera une apparition, mais bien dans le nouveau spin-off NCIS Origins, qui revient sur les débuts de son personnage au sein du NCIS. Jeudi 19 septembre, lors d'un panel organisé avec la presse américaine, David G. North, le showrunner de la série policière, a en effet confirmé que Mark Harmon ferait une apparition dans le pilote de ce préquel très attendu, qui sera diffusé à partir du 14 octobre sur CBS. Je cite, « C'était une discussion entre Mark, moi-même et Gina Montréal, a-t-il ainsi expliqué à propos de cette apparition. J'espère que le public sera ravi de le revoir après tant d'années. » David G. North ne s'est cependant pas étendu sur les circonstances qui vont entourer ce retour, mais il a laissé entendre que le comédien pourrait apparaître dans d'autres épisodes de NCIS Origins. Notre but est de raconter l'histoire en 1991, 91 pour vous les Français, a ajouté le showrunners. En ce qui concerne d'autres apparitions de Mark, nous sommes ouverts à tout. Se déroulant donc en 1991, NCIS Origins suit un jeune Gibbs joué par l'acteur Austin Stowell, nouvel agent du bureau du NSI, Naval Investigative Service, du camp Pendleton, alors qu'il tente de se faire une place au sein d'une équipe dirigée par le légendaire Mike Franks, qui sera cette fois-ci joué par Kyle Schmidt. En plus de son rôle de producteur délégué, Mark Harmon sera le narrateur de la série policière. Malgré ces deux casquettes, le comédien ne cesse de minimiser sa participation à NCIS Origins. Je cite, « Je suis simplement heureux de participer à la série, et j'y participe de loin, car je ne suis pas là pour prendre la lumière ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour apporter mon soutien. Comment puis-je vous aider? Et si vous avez besoin de mon aide, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. » Et jusqu'à présent, ils s'en sortent tous très bien. Le lancement de la saison 1 de NCIS Origins est prévu pour le 14 octobre prochain sur CBS. Pour le moment, aucune chaîne ou plateforme française n'a acheté les droits de diffusion de la série, mais espérons que ça se fera prochainement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et mon cher invité qui va se prononcer dans quelques minutes. Est-ce que vous attendez cette série? Si oui, est-ce que vous connaissez le personnage? En évitant de spoiler s'il vous plaît, car tout le monde n'a pas forcément vu cette série. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à la découvrir si vous ne l'avez pas vue, je vous le conseille. C'est une série qui aujourd'hui existe toujours. Et oui, NCIS Enquête spéciale qui est la série mère, car vous avez entre autres NCIS Los Angeles, Nouvelle-Orléans, vous avez encore d'autres spin-offs. Mais cette série mère NCIS Enquête, voilà, nous sommes à la 21e, je crois, ou 22e, je ne sais plus quelle est exactement, mais ce n'est pas près d'être terminé. Voilà, et je laisse la parole tout de suite à mon cher Cyborgien. T'as oublié les NCIS Hawaii, NCIS Sydney. Oui, mais après, il y avait d'autres spin-offs. Voilà.
Et moi, je l'attends pas. Je suis curieux de voir un petit peu les premiers chiffres. Parce que si jamais ça... Parce que t'imagines si imagine si ça cartonne vraiment. On est parti pour revigorer NCIS, la franchise. Et parce que ça s'est pas déjà, c'est déjà passé, hein, le fait que des crossovers, des spin-offs revigorent une franchise. Et du coup, en fait, t'as la série mère qui voit son audience un petit peu boostée. Je pense à l'occurrence à New York Unité Spéciale, qui était, à un moment donné, il y avait que Law and Order et Special Victim Unit en fait qui étaient à l'antenne, parce que Sex Criminel et la série mère, c'était éteint. Et là, d'un coup, il y a eu des crossovers avec d'autres franchises, Chicago en l'occurrence, mais des Fire, et du coup, ça revigorait en fait New York Unité Spéciale au point que ça relançait la franchise. Et que tu as eu le retour de la série mère et que tu as une autre spin-off crime organisé être relancé. Vraiment, tu as vraiment une franchise entière revitalisée. Donc, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner avec NCS. Parce que si jamais NCS Origins cartonne et qu'à côté, tu as les en streaming, tu as aussi ça marche bien, bah, ça veut dire que la franchise que l'on pensait être déclinante. Non, simplement que il y a une parenthèse ou un hiatus parce que voilà, il y avait trop de séries, il y avait trop de chaînes, il y avait trop de séries sur la chaîne, je pense sur la network, mais qu'il fallait peut-être un petit temps de pause pour les spin-offs et que ça va peut-être relancer l'intérêt, quoi. Parce que là, du coup, tu te retrouves avec deux séries qui partagent des personnages vraiment. L'un étant spirituellement là, vu que c'est les mêmes bureaux et que qu'il y a plusieurs personnages qui en font mention, je pense à la série mère, et que de l'autre, en fait, le personnage est là, mais pas l'acteur. Donc, à l'acteur de travailler dans son jeu à la ressemblance avec dans l'esprit de l'interprétation de Mark Herman. Là, du coup, tu te retrouves avec deux séries pour le même perso. C'est ça. C'est ça. Et je voudrais aussi saluer donc Olivier Hostis qui est sur le chat et donc tu me dis que tu as envie de la découvrir et n'hésite pas car franchement c'est vraiment génial et donc cet homme en fait tu vas vivre prendre goût et ce qui est génial avec ces NCIS c'est que tu t'attaches à tout le monde, tous les personnages qui y sont. Euh, en fait, en gros, le speech, si tu connais pas, voilà, je vais te dire en fait qui est cet homme. C'est simplement voilà, un agent du NCIS qui a son équipe. Donc, il y aura pas mal d'agents qui seront là. Mais lui, en question, pourquoi on parle souvent de lui? Tout simplement, son personnage est intéressant, surtout parce que il déteste la technologie. Je pense que ça fait référence un petit peu peut-être à nos parents, nos grands-parents, qui n'aiment pas par exemple, admettons, les tablettes d'aujourd'hui, etc. Enfin, et qui eux restent à leur Minitel, des trucs, des téléphones à clapet, machin, enfin voilà. Et c'est bon, ça arrive souvent là-dessus avec des petites blagues, etc. Souvent sur ce sujet-là. Mais quoi qu'il en soit, il est de sa force avec justement son intelligence et voilà il apporte vraiment quelque chose de frais à cette série qui porte avec son cher ami Ducky qui est médecin légiste et je te le conseille Olivier si tu ne l'as pas vu tu vas vraiment kiffer et je pense que mon cher invité ne dira pas le contraire. Oh que non, oh que non. Comme tu dis, en fait, c'est. Alors, le fun fact, c'est que NCIS, de base, au départ, c'était vendu comme une sorte de rip-off, enfin, plagiat, copie. On était vraiment au moment des experts. Hein. C'est vraiment, tous les chaînes télé voulaient avoir leur version à eux des experts. NCIS venait de là, et donc du coup, c'était la police, les enquêteurs de la Navy. C'est comme ça que ça s'est toujours présenté. Ce qui a fait la différence, c'est propre à Belisario, le producteur, c'est le traitement familial de l'équipe. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec l'équipe, une équipe d'enquêteurs, mais où tu as des équivalences. Gibbs, c'est le père spirituel de tout le monde. Doki, c'est un petit peu l'oncle. Et t'as le supérieur, c'est un petit peu le beau-frère, quoi. Enfin, c'est un petit peu comme ça. Les agents, c'est dit littéralement dans la série en plus. Les agents, ce sont les enfants spirituels de Gibbs. Et c'est dit littéralement. Enfin,
Voilà, c'est une famille. C'est traité, le groupe est traité comme une famille. Je vais pas spoiler, mais c'est littéralement quand. Ah zut, comment il s'appelle, Vance? Le supérieur, enfin le Black dans NCIS. T'as le supérieur Black. Quand je sais plus quand son nom. Le directeur Léon Vance. Le directeur, voilà. Quand c'est vraiment une scène, quoi, mais c'est un sans spoiler sur le fil rouge général. Dans un épisode, t'as Vance qui est pris en porte-à-faux par Gibbs et Gibbs qui ne sait pas lui poser des questions. Et Vance qui lui dit non, mais vous faites pas confiance. Et puis t'as Gibbs, pourquoi je devrais? Mais les agents, c'est des agents, c'est pas vos enfants. Et puis t'as Gibbs qui répond ces agents sont les seuls enfants que j'ai. Voilà. Parce que voilà, ça remémore le fait que, bah oui, mais Gibbs il est divorcé plusieurs fois, donc il n'a pas de famille. Enfin, c'est ça c'est visible à l'écran, c'est pas juste une métaphore, une analyse de notre part, c'était dit explicitement à l'écran, bah oui, c'est une famille. Gibbs, c'est le papa. C'est ça. Et on ressent ça, c'est ça qui fait le charme de la série, on le ressent. On ressent le fait que Gibbs est le père protecteur qui essaie de guider les agents, de les éduquer avec les fameuses règles. Oui, oui, c'est ça. Vous allez kiffer donc cette série avec ses règles, parce qu'effectivement il a des règles. Je sais pas si dans votre famille vous avez une liste de règles, peut-être ainsi comme ça, mais lui il en a et puis il faut les respecter. Attention, hein, attention, il faut les respecter. Car sinon, tu vas avoir la fessée. Enfin, c'est un peu près comme ça, mais quoi qu'il en soit, effectivement, il a peut-être un peu plus de 20 saisons. Cette série a peut-être un peu plus de 20 saisons. Mais si vous avez peur de découvrir parce qu'il a 20 saisons, non. Il ne faut pas vous arrêter là-dessus. Je vous conseille de la découvrir. Et d'ailleurs, moi, je peux vous le dire, je n'ai pas vu les toutes premières saisons. Même si je connais la série, je n'ai pas vu les premières. Et donc, c'est là que je me dis, même admettons que vous, ou même moi, par exemple, ça peut, si vous avez envie de découvrir, vous faites, je ne sais pas, admettons du contenu, du React, etc. N'hésitez pas à le faire sur cette série. Et vous qui me regardez en replay, parce que là j'ai répondu aussi à Olivier Hostis qui lui ne connaissait pas. Vous dans le replay, si vous m'entendez, n'hésitez aussi surtout pas à découvrir cette série, vous allez kiffer. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un épisode, vous voudrez découvrir la suite, car effectivement, comme l'a dit précédemment mon invité Cyborgien, il y a un fil rouge et ça traite énormément. Alors là, après, je vais juste laisser intervenir une dernière fois mon invité là-dessus, mais cette série, sans spoiler bien évidemment, il traite d'énormes sujets qui touchent non seulement les États-Unis, mais le monde. Et c'est là où en fait ça a énormément d'impact. Il y aura, tout ce que je peux vous dire, des invités de marque aussi. C'est pour ça que je vous dis que cette série, je pense même à l'heure actuelle, même si on voit les experts, New York Unité Spéciale, etc., je pense même que la série mère NCIS Enquête Spéciale dépasse tout cela. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que vous avez aussi, comme je vous ai dit, des apparitions, des caméos même de grandes personnalités. Et ces personnalités ne sont pas là juste pour dire coucou. Il y a un vrai rôle. Et en fait, ça sert l'histoire. Et voilà, ça va tout en continu. C'est quelque chose de génial. N'hésite pas à me dire si je me suis un peu trompé là-dessus, mon cher invité, mais je ne pense pas. Non, c'est tout à fait juste, c'est ça. C'est la patte de Belisario. Belisario, c'est David P. Belisario, c'est le producteur des premières années, c'est lui le créateur. Pour donner une idée, c'est lui qui a créé Magnum, qui a créé le détective moustachu sur la voie, c'est lui. Oui. Supercopter, c'est lui. Code Quantum, c'est de science-fiction qui est un petit peu mon chouchou, c'est lui aussi. Il a oh la vache, il a fait pas mal de trucs en fait qui sont passés sur le radar de beaucoup parce que mal diffusés, mais il est déjà à l'œuvre en fait avec ces séries cultes là. Je crois que c'est lui qui a fait aussi K2000, mais je voudrais pas me gourer. Donc voilà, on sent là que donc dans le CS, je dirais que ce serait un petit peu les experts version geek, mais par rapport à Dinozzo. Dinozzo, c'est un agent, donc c'est un petit peu le fils spirituel de Gibbs, et lui c'est le alors
Pour les connaisseurs, c'est lui qui est Logan dans Dark Angel, hein, une série un petit peu culte, c'est lui. Et Dinozzo, c'est un agent qui, enfin, on te décrit comme un agent qui a vécu beaucoup dans l'orphelinat et qui a regardé beaucoup de télévision. Et le mec ne parle qu'en référence. Alors le mec, c'est un beau gosse, hein. C'est pas Sheldon Cooper, loin de là. C'est vraiment le blondinet beau gosse qui a du succès auprès des filles. Enfin, c'est vraiment le physique de quarterback. Mi, Dinozzo, Tony Dinozzo, c'est, si vous avez la référence, Mick officiel. Voilà. Le vrai geek de la série, c'est Maggie, qui est donc l'informaticien de l'équipe. Et Dinozzo, il parle beaucoup de références, il fait des imitations. Michael Weatherly, l'acteur, en fait, on sent qu'il s'amuse en fait dans le truc, mais tout ça fait que il y a sans arrêt la culture populaire qui est interpellée. Ce qui explique la présence dont fait référence Raph là, ben, de beaucoup de guest stars. Je pense à du Christopher Lloyd, je pense à du Lance Erickson. Et quand on connaît le background de tous les acteurs, bah, il y a tout simplement les acteurs en fait des anciennes séries dans lesquelles Mark Hamill a collaboré. Je pense à Chicago par exemple. Pas Urgence à Chicago, ni Fire ni Med, vraiment un autre truc Chicago. Bah, on sent que on voit revenir d'anciennes connaissances de Mark Hamill et du coup ça sert vraiment le propos. Donc c'est pas seulement une série policière, c'est vraiment une série qui fait appel à la mémoire du spectateur, à la culture du spectateur, et du coup c'est vraiment gratifiant à suivre au bout au fur et à mesure. Le fun fact, alors, au niveau du background, à rappeler que NCIS, c'est la série dérivée d'une série qui s'appelle JAG. C'est important de savoir parce que dans NCIS, c'est donc des enquêteurs. Dans JAG, ce sont les avocats de la Navy. Et régulièrement, on voit, comme si la série continue encore alors qu'elle a fini depuis longtemps, on voit les anciens personnages qui reviennent régulièrement. Enfin, peut-être, ça en parle souvent vu que les enquêteurs doivent rendre des comptes aux avocats. Et quelquefois, il y a les avocats du Jacques qui débarquent, mais vraiment comme si leur série était encore en cours. Donc du coup, il y a vraiment une vraie culture, en fait, un vrai univers NCIS qui s'est développé. Parfait. Merci à toi pour ces mots, mon cher Cyborgia. Et c'est donc là-dessus que nous allons nous quitter. Merci à vous d'être venu. Euh, et merci aussi à mon cher invité. Euh, je vous je vous souhaite donc une belle soirée. Sachez que toutes les émissions qui sont sur Twitch sont disponibles en replay. Et j'ai hâte en tout cas de vous retrouver la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'il y aura mon invité ou pas? Ça sera une bonne question. Nous verrons qui sera là. Mais quoi qu'il en soit, euh, je vous dis à mercredi prochain, donc toujours 20h, bien évidemment. Donc là, je m'excuse pour cette fois-ci car il y a eu des petits soucis. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose qui va se reproduire à chaque fois, bien évidemment. Et dans tous les cas, euh, à la semaine prochaine, tous les mercredis, 20h, avec des nouvelles informations. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!